Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de venir partout où vous êtes pour ce nouveau numéro du magazine Data Market. Vous avez été très nombreux à suivre Data Market de la semaine passée où nous avons reçu pour vous Albert Kalonji Moulopoué, président national de la Confédération congolaise de l'or et de diamants en RDC. Avec lui, nous avons parlé de la problématique par rapport à l'exploitation du diamant artisanal et comment ce métier qui était noble hier, aujourd'hui, plus rien. Le Kasaï, le Bandundu, partout en RDC où a été exploité le diamant, plus rien. Les questions de l'artisanat par rapport au diamant ont été traitées avec Albert Kalonji Moulopoué. Ce soir, nous revenons avec un autre numéro de Data Market où nous allons démontrer l'action du chef de l'État en tant que manager de managers. Mais pour vous présenter notre invité de ce soir, allons-y saluer tous nos invités qui nous suivent partout dans le monde. Je vais saluer tous mes téléspectateurs qui nous suivent ici en RDC. Je commence par l'Est de la RDC, Walungu, Makisu, Beni, Lubero, Butembo, Goma, Bukavu. Je viens à Kinshasa, le 2 Kasaï, Bongandanga, l'Équateur, l'ex-Bandundu, partout en RDC. Merci de suivre Data Market. Les pays limitrophes qui nous entourent de la RDC, là je vois le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, je vois l'Angola, je vois la Centrafrique, je vois la Zambie, le Congo-Brazza. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre partout en Afrique, que vous soyez à l'est de la RDC, que vous soyez à l'ouest, que vous soyez au nord, au sud, soyez le bienvenu. Que vous soyez en Europe, en Amérique, que vous soyez en Asie, soyez le bienvenu. Vous pouvez suivre cette magazine en cliquant aussi sur notre plateforme numérique. Là, vous avez la chaîne YouTube, Sanforien Katende TV, où vous pouvez suivre ces numéros de Data Market ou aller liker notre page Facebook Data Market. Et je n'oublie pas notre bastion à Dallas où nous avons notre famille. Nos salutations à tous ceux qui nous suivent à Dallas, aux États-Unis. Ce soir, nous recevons, il est à la fois président d'un mouvement citoyen et sur le plan professionnel, architecte qui a un renom. Je salue. Bonsoir, Fonfon Massiantima Ndefi. Bonsoir, Symphorien Katende. Vous êtes le manager général de Progress Consulting. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Fonfon, d'entrée de jeu, en tant que manager, vous êtes dans les affaires, vous exécutez des grands travaux. Le chef de l'État vient de donner le go de son mandat qui a débuté depuis la passation civilisée du pouvoir entre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et le nouveau président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, qui est notre président. Mais là, il a présenté un programme d'urgence pour les 100 premiers jours de son mandat et il a donné des chiffres. En tant que manager, vous êtes ici dans Data Market pour que nous puissions échanger par rapport à son management parce que la RDC en tant que pays est une très grande entreprise qui a un objectif à suivre. Fonfon Massiantima, comment avez-vous trouvé les discours du président de la République par rapport à son programme d'urgence pour ces 100 premiers jours? Merci. Ce qu'il faut comprendre dans le discours du chef de l'État, il a vraiment été très pragmatique. Notre pays a de sérieux problèmes d'ordre sécuritaire et de la stabilité des institutions. Sur le plan de la sécurité, nous parlons de la sécurité de biens et de personnes. Certaines personnes se sont retrouvées dans des rébellions, devenir des koulouna à cause de certains mots dont les solutions sont dans les différents points que le chef de l'État a énumérés dans son discours. Sur le plan pragmatique, il vient de démontrer avec un minimum de 488 millions de dollars, on peut engager des actions significatives afin d'impulser
son mandat. Ce qui prouve que si à 488 millions de dollars, nous avons tout ce que nous avons, c'est que le gouvernement qui arrivera avec un budget que nous estimons plus de 7 milliards, 8 milliards, devra faire de merveilles. Il n'a pas droit à l'erreur. Nous avons vu en lui un esprit de parcimonie et d'équité. Non seulement dans la répartition des ouvrages ou des secteurs, mais aussi dans la location des fonds. Et c'est comme ça que je peux percevoir l'action du chef de l'État dans son discours qu'il a tenu tout récemment. Fanfan Massiantima, vous l'avez si bien dit, le président dans son discours, il a relevé des points prioritaires parce que nous sommes dans l'urgence. L'hémorragie doit être arrêtée. Dans toute grande thérapie à longue durée, il faut savoir arrêter l'hémorragie. Et dans la structure même du management, il y a un management à court, moyen et long terme. Et à court terme, le président de la République propose un management pour ces 100 premiers jours de son mandat. Et vous l'avez si bien dit, 400 millions de dollars à peu près. 488 millions. Voilà. Plus de 488 millions de dollars pour ces interventions. Ainsi, nous allons aller en profondeur secteur par secteur. Il a retenu 9 secteurs et nous commençons avec l'un de ces secteurs qui est les routes. Selon vous, quand nous regardons le programme, vous êtes dans le domaine de la construction. Vous avez ces marchés dans le domaine de la construction. Sur le plan managérial, par rapport au coût qui a été déboursé, comment évaluez-vous l'action du chef de l'État par rapport au secteur route? Ce que j'apprécie, c'est que les coûts sont raisonnables. Mm-hmm. Quand vous êtes dans des pistes rurales, il est à 20 000 dollars au kilomètre. Ceci prouve qu'il y a une intervention mécanisée de la piste. Vous voyez? Au niveau, par exemple, de la route des Loufou, nous voyons l'importance de cette route. C'est une route qui devra être revêtue. Vous voyez, les kilomètres avec la route des Loufou, c'est 1 100 000 dollars. Mm-hmm. Donc, si tu as déjà traversé la route, c'est une très grande route. Naturellement, nous pensons, c'est une très grande route en termes déjà d'envergure, parce que les kilomètres, c'est 13,5 km. Tout à fait. Mais en termes d'envergure, c'est une très grande route. C'est-à-dire que ce coût prend en compte cette grandeur. Et ceci déjà, vis-à-vis de nos voisins, ça va donner une belle image. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Un petit ouvrage qu'on devait faire depuis longtemps, mais c'est resté. Mais dans des actions prioritaires d'urgence, les chefs de l'État ont compris l'importance de cette route, surtout du point de vue économique. Par exemple, au niveau de la ville de Kinshasa, désengorger les embouteillages, je prends le cas de l'avenue de l'école, vous voyez, c'est pratiquement 1 km, il alloue 1 million. Moi, je pense que les coûts sont raisonnables. Du point de vue chiffre, coût, je pense que c'est des coûts, ce sont des standards normaux qui sont dans des domaines des routes, qui sont des routes de pistes rurales ou bien des routes revêtues. Donc, de ce point de vue, je pense que le président a été dans la marge. Nous pensons, au-delà du plan d'urgence, comme vous avez dit, un manager, c'est à court, à moyen et à long terme. Oui, oui. Il s'est appuyé sur des structures principales, notamment l'Office des routes et la Régie des eaux. L'Office des routes, ce sont des structures pérennes de l'État, ce sont des régies. L'avantage des régies, c'est que les marchés peuvent se passer sans passer dans les procédures habituelles des appels d'offres. L'État donne de l'argent et le régie exécute. Il est en même temps une direction d'études et une direction opérationnelle. Vous voyez, c'est ça l'avantage des régies. Et ces régies, non seulement ils construisent, comme nous prenons le cas de l'Office des routes. L'Office des routes construit des routes, mais il pérennise aussi ces routes. Ça signifie, aujourd'hui, l'Office des routes doit avoir des moyens, non seulement de construire, mais aussi d'entretenir. Une route, ce n'est pas seulement la construction, c'est l'entretien. Parce qu'une route, c'est précise dans le temps. Sa durabilité vient avec l'entretien. Est-ce que l'Office des routes
aura des moyens suffisants chaque année pour entretenir nos routes? Est-ce que l'Office des routes, du point de vue structurel, aujourd'hui l'Office des routes a quand même quelques difficultés au niveau de son management. Nous voyons au niveau des brigades, il y a des gens qui vendent des carburants. Tout ça, c'est la pauvreté. Il faut résoudre ces problèmes-là. Il faut des bons salaires. S'ils sont bien payés, vous verrez que dans son organisation, avec toutes les brigades, dans toutes les routes bien déterminées, les brigades qui sont chargées d'entretenir des routes, s'ils sont bien payés, vous ne verrez pas cette situation de vol. C'est là où il faut régler les problèmes. C'est au niveau des brigades. C'est ça la cellule de base de l'Office des routes. Donc, Fanfan Massiantima, à vous entendre parler, cette option que le président vient de lever en termes de réhabilitation de route, parce que surtout les frais iront en termes de réhabilitation de route, résoudre ce problème de perte de temps dû aux embouteillages, ainsi de suite, faire des routes qui permettent à alléger le trafic, parce que pour les commerçants et pour ceux qui vont même au travail, des retards suite aux embouteillages, répondre à des urgences. Mais vous ne vous limitez pas seulement là, vous voyez aussi ces structures-là, ces entités-là, ces entreprises-là qui vont faire ce travail. Vous avez même si bien dit que vous avez préféré les régies, c'est une bonne option, parce que les régies, il n'y a pas cette question de marché, ouverture de marché. Des appels d'offres. Des appels d'offres. Qui prennent beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc le président a été réaliste. Donc par rapport, vous avez parlé de l'office de route, vous demandez même une réorganisation, par exemple, de ces structures-là. Naturellement, il faut que ces structures soient bien réorganisées et soient bien auditées, parce que ces structures ont des problèmes. Des problèmes, ce n'est pas seulement en termes de moyens, du point de vue structurel. Vous voyez, il faut qu'il y ait une certaine réaménagement à fond, parce que ces structures sont là pour la survie de nos routes. Surtout l'Office des routes est là pour la survie de nos routes nationales. Si l'Office des routes a tous les moyens, il a des brigades efficaces, payées régulièrement et décemment, nous n'aurons pas les cas où ils volent des carburants. Ils ont des matériels roulants, à des moments ils n'ont pas de carburant, parce que ça a été volé. Vous voyez, tout ça, il faut résoudre ces problèmes pour assurer la pérennité de nos routes. Et nos routes, je prends le cas des pistes rurales. 3 mois après, si vous n'y revenez pas, la piste disparaît. Et vous aurez encore des problèmes, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ce que nous voulons, c'est la pérennisation de ce qui sera fait. Vous voyez, il ne suffit pas de faire. Nous sommes dans des routes, et les routes, c'est sa pérennisation. Sinon, les exemples sont légion déjà dans notre pays. Il y a des routes qui ont été faites, aujourd'hui, il n'y a plus de routes. Parce que l'aspect entretien, on dirait que ce n'est pas congolais. Ce que nous voulons, que les chefs de l'État, dans sa vision, qu'ils puissent comprendre cet aspect d'entretien. Cet aspect d'entretien, il est capital. C'est la survie même de la route. Au niveau de l'OVD, nous pensons aujourd'hui l'OVD aussi acquise des faiblesses. Dans la ville de Kinshasa, par exemple, l'OVD n'a qu'une seule brigade. Et pourtant, il serait plus efficace si Kinshasa avait 4 brigades. L'avantage serait qu'il pouvait s'étendre sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Et puis, ce qu'il faut comprendre, l'OVD a une vocation provinciale. Parce qu'il dépend des entités décentralisées. Il y a quand même une confusion, surtout dans la gestion de l'OVD. Kinshasa, par exemple, Kinshasa dépend du gouverneur de la ville et de l'Assemblée nationale. En réalité, l'OVD, dans ses exécutions, dans sa mission provinciale, il doit rendre compte à l'Assemblée provinciale ou au gouverneur de la ville. Maintenant, le président de la République ou les ministres, en réalité, en cas de l'OVD, le Parlement ne peut pas l'interpeller. Nous demandons aussi au chef de l'État de résoudre cette confusion qui résiste dans la responsabilité de l'OVD. Parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre, si la province doit avoir sa régie c'est l'OVD. Parce que les voiries, c'est les domaines de la ville. Nous aurons des villes qui sont des entités décentralisées, avec des conseillers municipaux, avec des conseillers provinciaux, ou bien dans les communes peuvent avoir leur OVD, au cas où les besoins se font sentir, parce qu'ici, à la ville de Kinshasa, Ngalema, c'est une très grande commune. Il peut avoir sa régie, qui doit rendre compte à la commune. Vous comprenez? Il faudrait qu'au niveau des lois de la République, que l'OVD ne puisse pas dépendre d'un directeur général. Il doit dépendre totalement d'un directeur général provincial. Parce que ce sont des régies qui ont été construites pour des provinces. Voilà un peu la difficulté qu'il y a autour de l'OVD. Mais pour le moment, il sert au président de la République de pouvoir résoudre d'une manière d'urgence
ces différents programmes. Mais il doit comprendre, le gouvernement qui arrivera, il faut que les choses se passent dans les normes. Nous sommes dans un état de droit, il faut lever cet équivoque. Fanfan Massiantima, quand on parle de transport, plutôt quand on parle des routes, on voit aussi les transports, c'est lié, et les transports aussi, c'est parmi un des secteurs qui revient parmi les 9 points. Parlons directement des transports. Comment voyez-vous le transport en RDC par rapport à la vision du chef de l'État? Parce que le transport est l'une des conditions sine qua non pour le développement de notre pays. Merci pour la question. Ce qu'il faut comprendre, je vois que dans les discours, il en est revenu. Au-delà de tout, au-delà des infrastructures routières qui doivent permettre de circuler de l'Est à l'Ouest, mais les transports revêtent un caractère très spécial. Parfois, ce n'est pas 200, les 207, les combis, dans une ville qui est la nôtre, qui est une ville cosmopolite. Les problèmes de transport ne peuvent pas être résolus avec des bus ou de 207. Il faut que l'État s'investisse dans les domaines des transports d'une façon vraiment structurelle. Notamment, nous prenons l'exemple de Transco qui a été mis en place. Il dépend d'une subvention de l'État, mais il faut renforcer Transco. Pourquoi? Les domaines des embouteillages qu'il a parlé, ce n'est pas seulement les routes, mais c'est aussi lorsqu'on circule sur la route. Les routes qui sont là ne sont pas les domaines des arrêts. Il faut s'arrêter sur, par exemple, des abris ou des arrêts de bus. Or, nous avons une confusion totale avec les 207, tout et tout. Ils s'arrêtent partout. Ils n'ont pas une civilisation. Il faut carrément effacer ces histoires-là. Et entrer dans un domaine beaucoup plus classique, il faut qu'il y ait des pistes avec des entreprises nationales qui répondent aux normes. Cette affaire peut aussi résoudre les problèmes d'embouteillage. Parce que lorsque nous construisons des routes, nous avons toujours un lieu de gîtement qu'on appelle soit un arrêt de bus, avec un abri, par exemple, il y a des pluies, il faut s'abriter. Même des gares. Hein? Oui, ça je parle en matière surtout au niveau des routes. Tout à fait. Des routes et des voiries à l'intérieur de la ville. Tout à fait. Et aussi, dans une ville cosmopolite comme la nôtre, il est impérativement de réhabiliter la ligne ferroviaire, la ligne de chemin de fer, notamment les trains urbains. Parce que le métro peut peut-être sembler coûter cher, mais il faut que les trains urbains reviennent dans nos villes, surtout dans la ville de Kinshasa. Vous voyez le chemin de fer qui a été spolié. Il faut reprendre ces tracés et installer un chemin de fer avec des gares modernes. Ceci va donner une nouvelle image à notre ville. Ça, ce sont des projets importants qui peuvent donner un impact dans les 5 ans du chef de l'État. Donc, Fanfan Massiantima, 2 hommes d'affaires, 2 personnes qui doivent se rencontrer, l'un qui habite Tchangou, l'autre Ipen. On peut y avoir un gare, train urbain. Ils se rencontrent même jusqu'à 22 h dans ce lieu-là avec un espace vie. Ça permettrait de faciliter certaines réalités. Vous quittez cet espace vie où vous avez travaillé, où vous avez fait vos deals d'affaires. Chacun rentre, l'un rentre à Tchangou calmement et l'autre aussi va vers chez lui, vers l'UPEN. Ça aussi, c'est faisable dans les 5 ans du chef de l'État. Oui, c'est des travaux, comment je peux dire, c'est des réalisations très faisables. Cette ligne, par exemple, de chemin de fer, aéroport Kinshasa, existe déjà. Il faut adjoindre aussi une nouvelle ligne. Ce qu'il faut comprendre, dans la réorganisation ministérielle, aujourd'hui, nous demandons au chef de l'État, c'est une suggestion. Il faut que nous ayons un ministère de grands travaux et d'aménagement du territoire. Pourquoi le ministère des grands travaux? Un pays qui n'a pas d'équipement, des infrastructures de qualité, il a besoin d'en avoir. Parce que ces infrastructures vont constituer la colonne vertébrale du pays. Par exemple, le chemin de fer au niveau de la ville de Kinshasa, c'est des grands travaux. Par exemple, aujourd'hui, Kinshasa, c'est une ville malade. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est vrai, on peut asphalter XY route. Mais Kinshasa, c'est une ville malade. Il ne répond plus à des normes. Nous avons, bien sûr, un plan directeur urbain qui a été voté comme une loi. Mais ce plan est difficile à appliquer, compte tenu de la réalité de nos habitats. Il faut construire une nouvelle ville. Prenons l'exemple de l'Égypte. Il y a la ville de Caire, on a construit une nouvelle Caire. Il faut une nouvelle ville de la ville de Kinshasa vers l'est. Parce que Kinshasa a des terres. Sans vous interrompre, Fanfan, là, vous nous ramenez déjà au 3e secteur qui est l'habitat. Donc, par exemple,
la ville de Kinshasa ne répond plus aux normes, donc vous souhaitez que l'on puisse construire une nouvelle ville, ou bien Kinshasa 2, quelque part là, ce sont des approches d'intervention. Naturellement, le problème qui est là, si nous construisons une nouvelle ville de Kinshasa, il va répondre à plusieurs préoccupations. Parce que cette ville va résoudre les problèmes des transports. Vous voyez, il va aussi résoudre les problèmes de l'habitat. Parce que l'habitat que nous avons n'est pas un habitat très décent. Ça ne répond pas aux normes. Cette ville-là, c'est même la modernité de notre Kinshasa. Lorsque cette ville est construite, c'est lui qui peut anticiper si la conception d'une telle ville, parce que c'est un aménagement du territoire. Voilà. Nous pensons que ce sont des grands travaux, parce que ça va nécessiter beaucoup de moyens. Au Sénégal, par exemple, ils viennent de mettre 2 milliards pour construire une nouvelle ville qui réponde à des normes. Une ville qu'ils veulent voir plus que Dubaï. Ça, ce sont des vrais héritages. Ça aussi, c'est possible dans les 5 ans d'avoir des nouvelles villes. C'est possible dans les 5 ans, ce pays a des moyens. Le président de la République a dit qu'il veut un budget de 80 milliards. Voyez-vous, s'il prend 5 milliards, 6 milliards, ne peut-il pas construire une nouvelle ville de Kinshasa? C'est possible. C'est possible de le faire. Nous avons des terres. Et nous avons aussi des partenariats publics, privés. Et aussi, ces villes ne seront viables si les conditions de travail, les conditions de salaire ont été résolues. Parce qu'une ville, c'est un coût. On ne vit pas dans une ville comme ça. En Europe, ceux qui habitent dans des HLM, qu'on dit les loyers modérés, l'État apporte des allocations. Ces allocations leur permettent de survivre dans cette ville. Sans allocation, la ville va disparaître. Et une bonne ville apporte aussi la sécurité. Parce qu'à une ville bien tracée, bien faite, la sécurité est assurée. Fonfon Massiantima, vous nous avez déjà enjambé. Nous parlons de l'emploi parce que pour habiter dans une ville, il faut de l'emploi pour que les gens aient la capacité d'accéder à ces habitats. Quelle est la politique du chef de l'État et comment nuancer cela avec des propositions qui permettraient de rendre accessible l'emploi aux jeunes, la création ou l'innovation par l'entrepreneuriat par rapport au discours du chef de l'État? Oui, je pense que le chef de l'État, il en a fait un cheval de bataille. Il parle même des incubateurs de jeunes, formation dans l'entrepreneuriat. Il parle même de l'INPP dans le cadre de formation de jeunes et des entrepreneuriats, des jeunes entrepreneurs. Mais nous pensons d'abord que la solution, ce qu'il dit, c'est très important. Nous voyons la volonté est là. Mais au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, il faut qu'il y ait une politique qui est vraiment qui entre dans des réformes sectorielles. Aujourd'hui, l'État a l'ONEM, Office national de l'emploi. L'Office national de l'emploi a la mission de recenser tous les chômeurs. Mais il ne recense pas seulement tous les chômeurs, ceux qui ont terminé, ceux qui viennent de terminer. C'est celui qui donne les statistiques. Au-delà de ça, il a aussi la mission de former. Il faut comprendre dans la nouvelle dynamique de l'ONEM, le jeune qui vient de terminer, il leur donne dans une dynamique de formation, de séminaires, de leur préparer à être indépendants. Et aussi, au niveau de la formation, de notre cursus universitaire, il faut qu'il y ait des cours d'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre. L'État, lorsqu'on entre dans une dynamique d'entrepreneuriat, il faut prendre de tous les secteurs, notamment au niveau de l'université. Ceux qui terminent, comment ils doivent entreprendre leur vie. Ils seront entrepreneurs ou salariés. S'ils veulent être entrepreneurs, voici la réalité. Vous voyez, au niveau de l'ONEM a des statistiques des diplômés qui viennent de terminer. Il peut les récupérer sous forme de séminaires et de les former. Parce que l'État ne doit que s'appuyer avec ses structures. Et au niveau du ministère du Travail, nous avons l'ONEM. Il faut réformer l'ONEM. Il faut lui donner sa dimension. Au cas contraire, ça peut aussi être en désordre. Vous voyez? Parce que le gouvernement va arriver. Le gouvernement va amener sa politique. Ce qu'il faut comprendre, l'INPP, il est là à faire un renforcement des capacités, notamment pour toutes les entreprises sur place. Comme moi, je suis entrepreneur. J'ai un ouvrier qui n'est pas formé. Je paye mes cotisations. J'envoie l'ouvrier pour être formé ou bien une formation continue. C'est ça le rôle de l'INPP. Mais au niveau de l'ONEM, c'est celui qui a cette politique d'anticiper
d'anticiper sur des jeunes, notamment d'une façon très structurelle. Vous voyez? Donc, je crois que l'État a déjà une structure où il peut mieux s'appuyer. Parce que lui apporte les statistiques. Il faut renforcer cette structure. Et cette structure, lui, il a une vue sur toutes les entreprises qui sont dans la République, privées ou étatiques. Et il peut facilement orienter certaines personnes, certains diplômés qui doivent commencer, ils peuvent les soutenir et leur trouver de l'embauche. Donc l'ONEM, parmi les solutions à mettre en œuvre par rapport au développement de l'emploi ici en RDC. Bon, naturellement, parce que c'est ça la structure de l'État. C'est ça qu'il faut. Nous avons demandé au président d'être un président normal. Quand on est normal, il faut d'abord faire fonctionner les structures qui existent dans leur niveau maximum, avant de penser à d'autres solutions. Ces structures ont des solutions. Il faut les écouter, il faut les auditer. Peut-être que ça a été déformé par la mégestion qui est passée, tout et tout, mais c'est des structures qui ont une certaine vision de l'emploi. Et il faudrait que l'État puisse compter avec une telle structure. Et aussi l'amélioration du climat des affaires pour que vous, les entrepreneurs, puissiez bien vous exprimer en tenant compte des réalités et conditions des taxes, ainsi de suite, l'accompagnement, la mise en application ou l'accompagnement par rapport à des crédits qui permettraient de faire booster vos entreprises. Naturellement, il faut une politique au niveau de la PME. Ça, il y a même un ministère qui a toujours été là, petites et moyennes entreprises. Il faut, lorsqu'on veut faire promouvoir une classe moyenne, il faut la soutenir. L'Afrique du Sud en a fait. Au Congo, on doit le faire. Les entrepreneurs existent. Pour le moment, pour les promouvoir, il ne faut pas les former, il faut créer des cadres qui permettent aux entrepreneurs de se mouvoir, les financer. D'abord, il faut créer des conditions, parce qu'un financement vient toujours sur base des conditionnements. Et lorsque vous mettez ces conditionnements, et nous les entrepreneurs, ou les entrepreneurs qui arrivent, vont seulement suivre ces guides-là afin d'émerger. Il faut créer les cadres d'émergence des entrepreneurs. C'est ce que nous demandons. Il faut une bonne politique dans ce sens-là. Nous demandons, au-delà, pas une formation. Parce que ce qu'il faut dire, l'essence des affaires, c'est d'abord au-delà de la formation. C'est un feeling, c'est une intuition. On peut beau bien être un grand professeur de management, être un piètre entrepreneur. Ça, il faut le comprendre. C'est inné. La plupart des grands entrepreneurs, ils n'ont pas fait des cours de management. Mais c'est des gens qui, dans leur formation, ils ont retrouvé un cadre très propice au niveau de l'État et ils ont émergé avec leur discipline. Fonfon Massiantima, de l'emploi à l'agriculture, qui est le 5e point parmi les axes ou les actions prioritaires d'urgence dans le programme du chef de l'État, il y a l'agriculture, hein, parce que de l'emploi à l'agriculture, il n'y a qu'un pas, parce que là, nous pouvons créer de l'emploi. L'agriculture, est-ce un vrai cheval de bataille? Naturellement, vous ne pouvez pas... nous mangeons tous les produits, nous survivons grâce à ces produits de l'agriculture. Ce qu'il faut comprendre pour l'emploi, tous les secteurs de la vie nationale génèrent de l'emploi. Que ce soit les grands travaux, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'armée, tous les points cités par les chefs de l'État, que ce soit les transports, ce sont des secteurs porteurs d'emploi. D'ailleurs, en insufflant une grande dynamique dans tous les secteurs, nous aurons un grand nombre d'emplois. On ne peut même pas en parler en termes de nombres. C'est en termes d'action. D'action, oui, oui. Et ça sera multiplié d'une façon exponentielle. Parce que ce pays, c'est un chantier. Mais revenons au niveau de l'agriculture. Nous avons vu les coûts qui ont été alloués à l'agriculture. Nous sommes d'accord, vous et moi, ce n'est qu'une goutte dans l'eau. Ce n'est que pour cibler quelques petites actions. Donc là, il faudrait en faire plus. C'est toute une politique d'agriculture. Ce qu'il faut comprendre, il faut soutenir les privés. Parce que nous avons vu avec Bukanga Lonzo, quand l'État veut faire lui-même, souvent, c'est l'échec. Ce que l'État doit faire, comme dans tous les pays, en France, même au Sénégal, il faut mutualiser les efforts. C'est-à-dire qu'il faut créer un climat où vous encouragez le paysan à devenir des grands agriculteurs. Parce que, depuis la nuit des temps, le pays est nourri par ces gens-là qui sont dans l'arrière-pays. Pourquoi pas aller vers eux? Ils ont l'expérience, ils connaissent leur terre. Déjà dans l'agronomie, lorsqu'on fait la recherche de la qualité des terres, on s'appuie sur l'expérience, qui est une méthode du vécu. Il faut renforcer la capacité de nos mamans qui sont dans les villages, de nos papas qui sont dans les villages, afin
qu'ils produisent dans les normes. Il faut les renforcer, il faut les amener, par exemple, des tracteurs, il faut les organiser sous forme de coopératives. Et autour des coopératives, ils peuvent gérer eux-mêmes, en leur apportant des matériels qu'il faut pour planter. Et puis, en les formant, dans le cas de renforcement des capacités, et vous verrez que ce secteur va se mouvoir. C'est la politique que nous demandons. Nous ne voulons pas qu'à l'État de nous faire des parcs, tout ça. Mais c'est seulement de renforcer ceux qui sont déjà dedans. Parce qu'ils ont l'expérience. Nous avons l'avantage que rien qu'on leur donne un coup de pouce, ces gens-là sont dans l'expérience, ils connaissent les produits, ils connaissent comment aussi les conserver. Mais plus loin, industrialiser. Profiter de leur production, amener maintenant les domaines d'industrialisation, afin que la chaîne de production soit complète, notamment production, commercialisation, l'emballage qu'il faut. Par exemple, nous voulons avoir des jus, nous avons des productions d'ananas vers les Mayombe, on peut implanter une usine, par exemple, de production de jus d'ananas, et cette usine-là devra être spécialisée dans la production, dans l'emballage, tout, et dans la commercialisation. Et nonobstant, il faut aussi amener l'électricité, parce que ce qu'il faut comprendre, l'énergie électrique et la Là, base, tu nous amènes déjà au volet voilà. énergie électrique. Voilà. Avant d'y aller, mais quelques éléments par rapport à l'agriculture, hein, parce que de l'agriculture à l'énergie, il y a aussi un pas, parce qu'il faut faire fonctionner tous ces grands appareils qui vont aller dans le domaine de l'agriculture. J'allais dire juste un petit bémol, l'agriculture, pour avoir l'autosuffisance alimentaire, répondre à cette question de la faim, parce qu'il y a de ces parties de la République où les gens ne mangent pas à leur faim. Or, avec notre sol, nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique. Et de là, aller vers l'agroalimentaire où vous avez expliqué la transformation de tout ce que nous produisons. Avec la mangue, vous avez la mangue qu'on peut consommer directement. Cette mangue peut donner d'autres produits dérivés comme du jus, confiture, ainsi de suite. Ça, c'est très bien. Maintenant, l'énergie, qui est notre 6e point, parce que dans le programme d'urgence du chef de l'État, il y a 9 points. Nous venons de terminer les 5 premiers. Nous entamons l'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, c'est très bien. Nous avons vu les soucis du chef de l'État en matière d'énergie, notamment pour l'électricité et l'eau. Dans le domaine de l'électricité, nous avons vu qu'il veut réhabiliter quelques groupes qui sont en panne dans les différents territoires ou villes de province, et aussi renforcer, reprendre les travaux pour les barrages de Makobola et de Katende. Vous voyez, donc tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, l'énergie constitue un socle de développement. Si vous voulez développer ces pays, dans les plus grands sommets, il faut nous gâter de l'énergie électrique. Parce que l'électricité est d'abord dans notre vie quotidienne, il est dans les commerces, il est dans l'industrialisation. Il nous faut une grande quantité d'énergie. Parce que lorsque nous parlons des groupes, est-ce que les groupes peuvent apporter des solutions? C'est pour éclairer tout simplement. Ça, ce sont des solutions, je peux dire superficielles pour arrêter l'hémorragie. Mais il faut électrifier toutes les villes afin que ces villes deviennent véritablement des entités autonomes. Parce qu'avec l'énergie, on peut créer de l'industrie. On ne demande pas à l'État de créer. Si l'État amène l'énergie, les privés peuvent créer. Vous voyez? On peut industrialiser les zones. Aujourd'hui, nous prenons même dans les secteurs de bois, au niveau des Nyoki, au niveau de l'Équateur. S'ils avaient de l'énergie, de l'électricité là-bas. Mais au lieu d'exporter des grimes, nous exporterons du bois fini. Parce que nous avons de l'énergie. Tout à fait. Vous comprenez? Sans énergie, il n'y a pas de développement. Ceci devra être même son souci dans son quinquennat. Parce que si vous ne réussissez pas avec l'énergie, le pays ne va pas décoller. Il vient de parler de l'énergie du point de vue peut-être des besoins primaires. Des besoins, bon, je n'ai pas primaires, mais tertiaires. Mais du point de vue de l'industrie, dans les très hauts niveaux, il faut parler aux grands barrages. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cours d'eau dans notre ville. Pourquoi pas penser aux micro-barrages? Il y a beaucoup de cours d'eau. Une politique de micro-barrages avec des petits coûts. Nous avons vu dans l'esprit du chef de l'État, il s'est engagé des petits moyens, mais pour avoir des actions tout à fait importantes.
Des actions significatives. Des actions significatives. Pourquoi pas investir dans les secteurs de micro-barrages 5 MW. Avec 5 MW, une petite ville peut être éclairée. Comme ça, Inga va rester dans les domaines de l'industrialisation. Mais ici, il faut éclairer, par exemple, tout ce qui est domestique. On fait des micro-barrages. En RDC, nous avons les énergies nouvelles et renouvelables. Vous avez, par exemple, le barrage d'Inga qui est sous forme d'énergie propre, nouvelle et renouvelable. Vous avez un grand soleil qui frappe la RDC où nous pouvons avoir des panneaux. Il y a aussi de ce coin de la RDC, vous avez du vent. Donc, toutes ces possibilités à mettre au bénéfice de la RDC pour créer ce pool-là d'énergie. Et notre énergie, nous pouvons aussi le vendre à l'extérieur pour avoir des devises pour renflouer notre caisse. Donc, par l'énergie, le président de la République voudrait impulser même ceux qui travaillent dans des secteurs, donner la possibilité des entrepreneurs aussi dans ce domaine. C'est cela. C'est comme ça que nous avons parlé d'un ministère des grands travaux, qui est différent de l'agence des grands travaux. Tout à fait. Parce que ce qu'il y a à l'agence là, c'est à redire. Hein. Je ne suis pas pour ça. Mais nous voulons un ministère des grands travaux et d'aménagement du territoire qui devra penser aux besoins réels en matière des infrastructures de haut niveau. Nous avons parlé des villes, mais il faut que ces pays aient aussi des autoroutes. Il faut que ces pays... Prenons le cas des ports en eau profonde à Banana. Il faut des ports comme ça pour essayer de résoudre les problèmes des Congolais. Ça, ce sont des infrastructures de grands travaux. Tout à fait. Notamment, il nous faut des aéroports, comme des hubs, au niveau de Kisangani, par exemple. Parce que Mobutu avait déjà anticipé sur de tels projets. Mais ces projets n'ont pas eu lieu. Vous comprenez? Et face à de telles demandes, nous avons besoin vraiment de l'énergie. Et déjà, en nous-mêmes, nous devons mettre en place des projets qui doivent avoir une capacité de consommer de l'énergie. Et vous voyez, dans la construction des barrages, c'est aussi des grands travaux. Dans la planification, il faut d'abord identifier les barrages qu'il y a et aussi répondre maintenant aux besoins qui manquent avec nos différents cours d'eau. Parce que nous avons besoin de ça. Il faut un ministère, par exemple, des grands travaux qui permet la construction. Il travaille, c'est vrai, concomitamment avec le ministère des Plans, parce que lui, il est dans la planification. Et un tel ministère peut apporter des solutions dans les secteurs des grands travaux. Parce que, nous disons bien, les chefs de l'État, au-delà des mesures d'urgence, au-delà de son programme du gouvernement, ce que nous devons retenir dans la construction de l'État, ce sont des infrastructures de grande envergure. Voilà. C'est ce qui booste les pays. Fanfan Massiantima, nous prenons le point 7 et 8, santé et éducation. Hein, parce que là, la réhabilitation, par exemple, des hôpitaux, pour que les gagnes petits, pour que ceux qui ont des métiers de vocation comme les militaires, les enseignants, puissent aisément aller faire soigner leurs enfants. Nous prenons aussi les écoles publiques qui permettent une bonne prise en charge sur le plan éducation des enfants, des militaires, des enseignants, de tout ce gagne petit pour qu'ils soient tranquilles et être performants dans leur travail. Et là, le chef de l'État se met en chef de ressources humaines en pensant sur la situation psychologique de ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire dans le domaine de la santé et de l'éducation? Tout à fait. Nous devons saluer ses choix. Même son prédécesseur était aussi dans ses élans de construire plusieurs écoles. Même les centres de santé, on parle de parachèvement. C'est-à-dire, il y a eu un processus qui a été lancé. Vous voyez? Maintenant, nous, notre problème, c'est du point de vue structurel. C'est quoi un centre de santé? Un centre de santé, c'est les plateaux techniques. Est-ce que le problème des plateaux techniques d'un centre de santé est résolu? Parce que le malade qui souffre, il est pris en soin au début par un centre de santé. Il doit avoir un plateau technique adéquat pour essayer de répondre à son besoin. Au cas contraire, il est transporté dans un hôpital de référence. Maintenant, au-delà des plateaux techniques, les personnels soignants, sont-ils bien rémunérés? Deuxièmement, est-ce que ces personnels ont la formation adéquate? Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. La formation congolaise a baissé. Et ceci apporte beaucoup de bévis dans la prise en charge. Il faut des réformes structurelles. Il ne suffit pas d'avoir des bâtiments, mais ça peut aussi devenir des mouroirs. Parce que les solutions idoines ne sont pas apportées. Et lorsque les solutions ne sont pas apportées,
ceux qui ont les plus nantis vont se rabattre sur les privés. Vous voyez? C'est comme ça que nous demandons, au-delà des infrastructures qui sont faites, il faut s'assurer de la qualité du plateau technique, deuxièmement, de la qualité du personnel soignant, en quantité et en qualité, c'est-à-dire leur formation. Quand nous disons les formations, à ce moment-là, ça corrobore même avec l'esprit de l'éducation. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. On peut créer plusieurs écoles, mais ces écoles-là ne répondent pas aux besoins qu'il faut parce que la qualité de l'enseignement laisse à désirer. Aujourd'hui, vous avez du mal de comprendre un élève, un étudiant incapable de t'écrire une lettre, toujours avec beaucoup de fautes. Ça signifie quoi? L'État devra répondre à des exigences structurelles de notre enseignement, au-delà des écoles. Nous avons étudié, par exemple, à l'époque, dans des écoles où vous avez tout. C'est-à-dire, vous avez une école, vous avez les bâtiments, vous avez la bibliothèque, vous avez les laboratoires, vous avez ce qu'on appelle les terrains de jeu, vous avez tout. Vous avez un complexe complet. C'est ça une école. Les écoles que nous avons vécues précédemment, ce ne sont pas des écoles. Une école sans terrain de jeu. Une école sans bibliothèque. Donc ça ne permet pas l'épanouissement de l'enfant sur le plan intellectuel et manuel, par exemple. Non seulement de l'enfant, et aussi même du personnel d'encadrement. Voilà. Vous voyez, vous avez déjà des infrastructures qui sont incomplètes. Parce que l'enfant qui étudie a besoin d'une bibliothèque. Il faut des livres qui doivent accompagner cet enfant-là. C'est pour cela, les solutions ne sont pas dans des bâtiments. Les solutions sont dans la qualité. Le président de la République coup de chapeau pour les bonnes intentions, mais nous lui demandons de s'appuyer sur la qualité de notre enseignement. Il faut des réformes structurelles, afin que les enfants qui sortiront de nos écoles soient des meilleurs. Si c'est en quantité, c'est bien. Mais après, nous aurons créé des poisons pour notre propre pays. Fonfon Massiantima, c'est déjà la fin de notre entretien si riche. Le 9e point, c'est tout ce qui est question stabilité politique, sécurité, parce que pour décoller sur le plan économique, financier, il faut cette stabilité en termes de bonne gouvernance, une cohésion en termes de vision politique et surtout la sécurité. Fonfon Massiantima, pour clôturer nos échanges de ce soir dans Data Market, quels sont les éléments clés que l'on peut mettre dans les 5 ans du mandat du chef de l'État pour que nous puissions nous dire que nous tendons vers le développement financier et économique de la RDC? Merci beaucoup. Vous avez parlé d'ailleurs dans des secteurs un peu sectoriels, dans autres actions sectorielles. Et il s'est plus apaisanti sur la justice. La justice élève une nation. Et le président de la République n'est pas parti par 4 chemins. Il a dit, il nous faut des magistrats, des juges intègres. Déjà, il participe dans la stabilité. Parce qu'un pays, c'est d'abord sa stabilité. Si nous avons des institutions stables, nous luttons contre la corruption, et que la corruption est effacée, ça serait des acquis très importants. Si la justice a des personnes intègres, ça sera des acquis très importants. Et nous revenons, il faut que les chefs de l'État puissent apporter des infrastructures de grande envergure qui doivent booster les pays. Déjà, la dynamique qui dit il faut que nous ayons des routes modernes, surtout des routes nationales. Ça, ce sont des veines dans le pays. Ça permettra la fluidité des marchandises, la fluidité des produits agricoles. Vous comprenez? Et que ça va réduire même l'exode rural. Ça va permettre que les pays s'unifient et ça va apporter beaucoup dans la sécurité de notre pays. Et il n'a pas oublié l'armée. Aujourd'hui, il a dit, surtout dans la zone de l'Est, notamment dans les Nord Kivu, dans les Kasaï, et aussi à Yombi, il va mettre en place des moyens pour que l'armée, la police, puisse sécuriser ces zones dans l'immédiat. Et aussi amener autour des dialogues les fils et filles de ces coins-là, afin que règne la stabilité. Ça
ça sera aussi des acquis très importants dans le cadre de son mandat. Fanfan Massiantima, nous allons terminer par là. Vous êtes manager de votre entreprise. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un bon manager? Parce que le président de la République est le manager par excellence de ce pays. Il vient de nous montrer sa stratégie managériale pour ses 100 premiers jours à la tête de l'État congolais. C'est qu'il va faire, les moyens en termes financiers et en termes de matériel et surtout en termes de ressources humaines pour réaliser ses actions et atteindre ses objectifs. Selon vous, c'est qui un manager? Une question très pertinente. Ce qu'il faut comprendre, un manager, d'abord, il écoute. Il doit écouter. Il est venu dans un pays où il y a des structures. Ces structures-là ne sont pas faibles. C'est peut-être que la volonté politique. De ces structures-là, il peut apprendre beaucoup de choses qui existent. Ainsi, lorsqu'on hérite, il faut auditer. Pour un bon manager, il faut auditer chaque élément que vous héritez. L'audit ne signifie pas seulement un contrôle. L'audit, c'est quoi? C'est d'abord voir comment ces structures fonctionnent et voir quelles sont les faiblesses afin de les redresser. Lorsque l'on a écouté, lorsqu'on a audité, à ce moment, on est capable de donner sa vision des choses. C'est ça que je peux dire la qualité d'un grand manager. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ces échanges de data market avec notre invité de ce soir, le directeur général de Progress Consulting, Fanfan Massiantima Ndefi. En gestion des entreprises, en gestion de projets, un programme est un cadre logique d'intervention dans lequel on définit les objectifs généraux à atteindre, les objectifs spécifiques que l'on doit atteindre aussi en termes de pourcentage, les résultats escomptés et les actions à mener pour ces résultats. Et aujourd'hui, le programme du chef de l'État, le programme d'urgence pour les 100 premiers jours du chef de l'État est notre moyen de vérification de tout ce qu'il a promis pour les 100 jours. Comme nous aimons le répéter, le management dans une entreprise comme dans un pays est basé sur une stratégie à court, moyen et long terme. Ainsi, vous et nous, dans Data Market, nous avons ce tableau de bord, cet indicateur pour évaluer le management du chef de l'État, qui se veut un président normal, et aidons-le tous ensemble pour atteindre cet objectif d'un Congo émergent sur le plan social, économique, financier, pour que ses fils et que tous ces étrangers qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie puissions tous nous retrouver. Ce ne sont pas les 100 jours du président, mais ce sont nos 100 jours aussi. Fanfan Massiantima Ndefi, merci. Je vous remercie, Sinfo. C'est